stagiaire non rémunérée. J'ai viré quelqu'un. J'ai le pouvoir de le faire, alors je l'ai fait. Ça fait du bien. Bah, le pouvoir, à quoi ça sert sinon à ça? J'ai dit à Johanna, je ne vais pas pouvoir te garder, tu comprends? Elle a dit oui, elle comprend. Ça a évité un tas d'explications. J'ai quand même voulu en donner. Me justifier, c'est important. Alors ce matin, je me suis servi un café, je l'ai convoqué dans mon bureau. Je me suis servi un café tout seul, pour lui montrer que je n'avais pas besoin d'elle, que je n'avais besoin de personne pour cela. Et pour le téléphone, hein, c'est pareil. C'est moi qui ai répondu que je n'étais pas là. Je voulais avoir une discussion. M'expliquer, c'est essentiel. Je sais bien qu'en ce moment, elle a des problèmes. Des problèmes d'argent. Qui n'en a pas? Moi aussi, j'aimerais bien en gagner plus de l'argent. Mais au vu de ce que me coûte son salaire, je n'ai plus les moyens d'emmener mes clients chaque midi au restaurant. Alors j'y mange seule. C'est pas très bon pour les affaires. Et quand elle vient avec moi, elle prend toujours un seul plat. Elle est vraiment pas de ses sous. Est-ce que ça coûte si cher de prendre un dessert? On en profite pour gérer les dossiers. On gagne du temps. Parce que elle a beau accepter de rester 1 heure de plus tous les soirs, les journées sont trop courtes pour tout gérer. Attention, hein, ce ne sont pas des heures supplémentaires. Juste seulement une poignée de minutes forfaitaires. Hors budget, hein, je ne suis pas milliardaire. Hein. Il n'est pas question d'embaucher au prix où sont les salariés. Elle voit moins ses enfants. Elle doit payer la nourrice en supplément, comme si c'était de ma faute. Déjà que je lui fournis un emploi. Et j'en connais pas mal des feignasses qui la voudraient à sa place. Elle travaille trop. Elle s'en plaint. C'est franchement, quand je pense à tous ces chômeurs, ça me fait mal au cœur. C'est indécent. Elle n'a plus les moyens de quitter son loyer. Alors, elle travaille trop ou pas assez? Je l'ai virée. J'ai le pouvoir de le faire, alors je l'ai fait. C'est mon devoir. Sauver la société. Et j'ai décidé de prendre un stagiaire. Bah, non conventionné, hein. Sinon, je serais obligée de le rémunérer. Et à la première erreur, je le vire. Mais il faudrait qu'il fasse un effort, hein, parce que déjà que je lui fais une formation, une expérience, une fonction, une place dans l'existence, on peut faire un effort quand même. Et je le vire. Première erreur. Et puis, j'aurais qu'à piocher. Hein. Tous les matins, je reçois des dizaines de CV. Je pourrais choisir. Envoyez-moi vos candidatures. D'ailleurs, vous pourriez bien m'envoyer votre CV. Enfin, si vous voulez bosser. Hein. J'ai refermé à clé la maison de mon enfance et toute ma vie est restée à l'intérieur. Les chagrins et les peurs, les souvenirs et les bonheurs, les joies et les souffrances.
et toutes les miettes de moi qui ont subsisté jusque-là. J'ai entendu des pas de danse qui résonnaient sur le plancher. J'ai vu les coulures de peinture sur les murs. J'ai relu quelques phrases dans des cahiers qui traînaient là. Et toi, qui me dis « Tu te drogues, ça sent l'eucalyptus. Range ta chambre et viens manger. » Je n'ai toujours pas reçu le bulletin de ce trimestre. Tu le trouveras derrière la grande armoire. C'est là que je l'ai caché. Il doit y être encore. J'ai rangé mes souvenirs tout au fond des cartons. J'ai empilé les disques à côté de la platine. J'ai retrouvé les cassettes de films et les photos que je n'avais jamais retrouvées, jamais montrées. Et toi, qui me dis « Mais qu'est-ce que tu fabriques encore à rêvasser, à faire tes trucs en cachette? Tu vas être en retard à l'école et c'est encore moi qui vais devoir t'accompagner. Mais sors de ton antre ou tu vas scléroser. » Je suis toujours enfermée, papa, à l'intérieur de moi-même, dans des rêveries que nul ne pourrait imaginer. Je construis ma vie dans ma tête. Un jour tu verras, tu seras fier de moi. J'ai ressorti l'échiquier pour une dernière partie. J'ai chaussé mes pointes pour une dernière arabesque. J'ai ri à mes dessins d'enfants enfouis dans leurs pochettes. J'ai feuilleté les cahiers que tu voulais faire publier. Et toi, qui me dis « C'est beau d'écrire si tu en as besoin. Et si tu lisais les livres de ton grand-père? Ne te couche pas trop tard. » Je passe mes nuits à lire et à écrire. Je ne veux plus faire que ça. J'espère que tu le comprendras. J'ai vidé le saladier des cerises. J'ai mangé la dernière glace aux fraises. J'ai jeté un œil du haut du palier à ce salon où ont eu lieu bon nombre de soirées. Et toi qui me dis « C'est bizarre, chaque fois que l'on revient, la maison est plus propre. J'ai retrouvé de l'eau dans mes bouteilles d'alcool. Ça sent la fumée de cigarette. Ben oui, quand tu n'es pas là, j'invite quelques amis, je fais la fête. J'ai fermé les volets en bois. Je suis grimpée une dernière fois sur le toit. C'est de là-haut, la nuit, que je regardais les étoiles, que je faisais des plans sur la comète, que j'étais bien dans mon petit univers à moi. De là que je pensais à toi. N'oublie pas de couper la lumière en partant et d'éteindre le chauffage. Tu vois, la vie est un éternel recommencement. Tu tournes une page. Tu ne reviendras plus jamais ici. Tu laisses derrière toi tout ce que tu as construit. Tu repars avec une tonne de bagages. Mais fais le tri, ne prends pas tout, ça serait beaucoup trop lourd. Garde l'amour que tu as reçu. Garde les rêves, les souvenirs, c'est important. Emporte avec toi cet enfant qui a grandi ici. Et surtout, n'oublie pas tout ce qui a compté pour toi et qui fait que tu es toi. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit? Quel chagrin me dévore? Errante et sans dessein, je cours dans ce palais. Ah! Ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais? Le cruel, de quel œil il m'a congédié? Sans pitié, sans douleur, au moins étudiée. L'ai-je vu se troubler et me plaindre un moment? En ai-je pu en tirer un seul gémissement? Mais à mes soupirs, tranquille à mes alarmes, semblait-il seulement qu'il eût part à mes larmes?
et je le plains encore. Et pour comble d'ennui, mon cœur, mon lâche cœur, s'intéresse pour lui. Je tremble aux seules pensées du coup qui le menace, et prête à me venger, je lui fais déjà grâce. Non, non, ne révoquons point l'arrêt de mon courroux. Qu'il périsse, aussi bien il ne vit plus pour nous. Le perfide se rit de ma rage. Il croit voir en pleurs dissiper cet orage. Il croit que d'un cœur incertain, je parerai d'un bras les coups de l'autre main. Il juge encore de moi par mes bontés passées. Mais plutôt le perfide a bien d'autres pensées. Triomphant dans le temple, il ne s'informe pas si l'on souhaite ailleurs sa vie ou son trépas. Il me laisse, l'ingrat, cet embarras funeste. Non, non, encore un coup. Laissons agir au reste. Qu'il meure, puisqu'enfin il a dû le prévoir, et puisqu'il m'a forcé à le vouloir. À le vouloir? Et quoi? C'est donc moi qui l'ordonne? Sa mort serait l'effet de l'amour d'Hermione? Ce prince, dont mon cœur se faisait autrefois, avec tant de plaisir redire les exploits, à qui même en secret je m'étais destinée, avant qu'on eût conclu ce fatal hyménée. N'ai-je donc traversé tant de mers et tant d'états, que pour venir si loin préparer son trépas, l'assassiner, le perdre? Ah, devant, qu'il expire! Elle prendra quelque chose d'autre, la petite dame? Non. Elle prendra bien encore un petit apéro? Non. C'est vrai? Non, elle veut rien, merci. Bah ouais. On a bien encore une petite Suze. Non, ça va aller. Merci. Elle est fâchée, on dirait, la petite dame. Bah, ça va, arrête de venir. Tu fais la tête? Pas du tout. Tu fais pas la tête? Non, je fais pas la tête du tout. Tu es contente? Oui, oui, oui. J'ai plutôt des raisons d'être contente. J'ai passé une très bonne journée. J'ai envoyé chez mon patron, ça faisait longtemps que j'en avais envie. Je suis très contente. Qui ça, Benito? Benito en personne. Ouh là 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 là. Et ton frère était là? Non, c'est con, il a raté ça. Quand je vais lui raconter, il va sauter au plafond. De joie, tu veux dire? Bah évidemment. Hein. Ah bon, tu crois? Bah évidemment. Le temps qu'il attend ça, c'est Philippe qui se tape, surtout le Benito. Hein. Ouais, tu l'aimes bien ton Philippe, hein? Je sais pas. Philippe par-ci, Philippe par-là. Bah c'est mon frère. Henri aussi, son frère. C'est pas pareil. J'ai plus d'affinité avec Philippe, quoi. Je suis là ce soir. Ouais, et alors? Et j'ai rien à foutre. Alors, si t'as envie, après... J'ai envie de quoi? On devait pas se voir mercredi? Mercredi, on avait pas dit qu'on devait s'appeler. Non, 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 c'est toi qui devais m'appeler. Attends, mais t'en es sûr? On avait dit, moi je dois t'appeler. Je t'en prie. Mais attends, mais je m'en souviens pas. On a dit, moi je t'appelle. Je me rappelle pas non plus. Ça me déprime, moi, cette Non. conversation là. Soyons sûrs, on avait précisé les choses à ce point. On avait dit, moi, appeler pour... C'est bizarre. Non, bizarre, pas si bizarre que ça t'arrive une fois sur deux. Hein. Ouais, enfin, t'aurais pu appeler aussi. Bon, écoute Denis, on va arrêter cette chose-là, cette relation merdeuse à la petite semaine. On va arrêter tout ça. Ça changera pas grand-chose, mais au moins ce sera clair. Cette relation merdeuse, tu dis? Oui, c'est une image. Hein. Ah oui, enfin, c'est une image forte. Cette relation-là, con, si tu préfères. Ah bah oui, à la rigueur. Je préfère. Bon, c'est toi qui décides. Hein. Oui, comme d'habitude. Ouais.
Mais attends, je comprends pas. Bon, on se voit, hein. On est... mais en même temps, on est... Non, bah, tu attends autre chose de cette relation? Qu'est-ce que tu veux que j'attende? Je suis comme toi, hein. Je te demande pas de te marier, j'ai ma vie, tu sais. Je te demande d'appeler quand tu dis que t'appelles. Oui, maman. Quoi? Hein? Quel garçon exceptionnel! Ah oui, non, mais je sais, je t'ai parlé de quelqu'un, mais on n'est pas encore fiancés là, hein. Non mais oui, je te le présenterai un jour, oui, peut-être. Non, je sais, j'ai 30 ans, hein. Oui, merci maman. Allez, au revoir. Betty, je peux te dire un mot? Ouais, vas-y. Alors, j'ai entendu ce que tu disais avec ta mère au téléphone. Je voulais te dire, ça me touche beaucoup. Bon, mais qu'est-ce qui t'a touché? Et je savais pas, moi, que je comptais autant pour toi. Tu aurais dû me le dire. Ouais, mais on parlait pas de toi là, donc... Désolée. Ah, bon. Ah, ouais. Donc j'ai été ridicule là. Non, mais non, pas ridicule. Pourquoi ridicule? Tu t'es trompé. C'est tout. Je le connais. T'as dû l'apercevoir. Et donc, tu le voyais. Ben ouais. C'est quelqu'un du coin? Qui ça? Ben, ton fiancé là. Ah oui, j'avais oublié. Oui, c'est quelqu'un de fort. C'est pas style de l'auto-école là. Mais non, mais tu vois. Et ou l'autre grand con là qui fait toujours ah 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 quand il voit. Et puis franchement, tu me vois avec lui, s'il te plaît. Je sais pas, je cherche moi. Pourquoi tu veux savoir de toute façon? Mais comme ça, par curiosité. Ton fabuleux fiancé là, il serait pas finalement serveur au père tranquille après tout? Le club photo m'a encore demandé d'organiser l'expo annuelle. À chaque fois c'est pareil, on s'adresse toujours au même. Je ne sais pas s'ils se rendent compte du boulot que ça représente. Faire du lobbying auprès de la mairie pour obtenir une bonne salle, se battre pour essayer d'avoir un encart publicitaire bien placé dans le journal local, se mettre d'accord entre nous sur les clichés qu'on veut présenter, ce qui n'est pas une mince affaire, hein. Faire éditer des tirages dans les temps, trouver des supports pas trop chers, envoyer des tonnes d'invitations, et puis évidemment prévoir le cocktail pour le vernissage. J'ai intérêt à bien peaufiner mon planning si je veux tenir les délais, hein. Bon, en même temps, c'est vrai que ce genre de challenge n'est pas pour me déplaire. Puis honnêtement, on ne peut pas confier une organisation pareille à n'importe qui, hein. Au moins, si c'est moi qui m'en occupe, on est sûr que ce sera bien fait. J'ai horreur du travail bâclé. Et puis bon, comme voulez-vous, on ne surfait pas. J'aime bien les responsables de la sauce. Et c'est vrai que quand les gens me plaisent, j'ai une fâcheuse tendance à donner le meilleur de moi-même sans compter. Une semaine d'enfer. Lundi 7 juin. Une semaine jour pour jour que j'ai été promue dans ma boîte. Assistante de Big Boss. Passage cadre et augmentation à la clé.
Le nirvana secrétarial, en quelque sorte. La bonne blague. L'intérêt du boulot est nullissime et j'ai gagné un harcèlement moral en prime. Il semble que le prédateur n'ait pas mis longtemps à flairer ma faiblesse actuelle. Et il en abuse. Aujourd'hui, le despote ordinaire m'a agonie d'injures, sous prétexte que j'avais fait 4 trous dans ses documents, alors que son classeur n'en prévoit que 2. Dommage, la perf au gros modèle ne fait pas dans le détail. Et franchement, est-ce que c'était si grave? Quand j'y pense, je frémis à l'idée de tous ces salariés et du chiffre d'affaires dont on lui confie la gestion. Pauvre de nous. Mais je te promets que quand j'aurai repris du poil de la bête, avant d'appuyer sur le siège éjectable, je te dirai ce que j'en pense de tes 4 trous du con. Mercredi 9 juin, 15 h. La vente de l'ex-domicile conjugal vient enfin de se conclure. Après 18 mois de tractation et de rétractation, entre rancœur et mesquineries affligeantes. D'un côté, je souffle. Ça fait 2 ans que je suis partie et que j'attends ça. Et d'un autre côté, je flippe. La pension d'occupation que m'a reversé mon futur ex-époux s'arrête, elle est de facto. Tandis que mon loyer actuel, lui, ne se terminera pas de sitôt. Puis de toute façon, l'argent de la maison restera bloqué tant que le jugement de divorce n'aura pas validé ce putain de partage des biens, qui n'est pas prêt d'être signé. Ça, quand on parle pognon, excite les bonnes intentions. Comme si ce n'était pas assez difficile de se séparer après 20 ans de vie commune. Il faut encore que notre destin soit livré aux louvoiements interminables de l'administration. Jeudi 10 juin au soir. La panique me gagne à l'idée de la galère annoncée par ce no man's land pécuniaire. Je ne sais plus comment m'en sortir. Si seulement le nouvel homme de ma vie comprenait ma détresse et me soutenait. Mais Victor n'aime pas les problèmes. Et mes problèmes ne le concernent pas. Je suis si lasse de me battre. Mon cœur et mon corps sont en vrac. Il paraît que la solution de tous mes maux réside dans ces petites pilules qui arrangent tout, au prix, il est vrai, d'un état végétatif dangereusement addictif. Mais je suis rebelle au concept et je refuse d'y succomber. J'ai tout arrêté après 3 semaines, aux grandes dames de mon entourage qui trouvaient cela tellement moins dérangeant que de m'aider. N'ayant plus de goût à manger, j'ai opté pour la bière. La blanche, parce que c'est moins fort et que je ne peux pas me permettre d'abuser. Mais au moins, c'est naturel. Des céréales pour leur qualité nutritive, du houblon pour ses vertus apaisantes, Dieu sait si j'en ai besoin, et de l'azur pour ses propriétés vitaminées. Bref, la panacée. Ou presque. Vendredi 11 juin, Victor est passé en coup de vent, jusque temps que la conversation dérape, fatalement. Nous sommes au bout du bout. Je me demande encore comment on a pu en arriver là si rapidement, malgré toutes nos belles résolutions initiales. Oh Victor, tu es la pire chose qui me soit arrivée. Je me sens misérable, je ne me reconnais plus moi-même. Où est passé la salséra infatigable qui croquait la vie avec tant de passion? Samedi 12 juin. Ce matin, j'ai une mine effroyable. Mais au moins, ma décision est prise. Tant qu'à faire, je préfère rester seule, vivre seule, plutôt que de me sentir seule à 2. Au moins, je cesserai d'espérer quelque chose qu'on attend toujours de quelqu'un. J'annonce la nouvelle à Victor, qui ne lève pas le petit doigt pour me retenir. Mais game over, l'aventure n'aura pas duré 1 an. Je partirai dès que j'aurai trouvé un logement le plus vite possible.
dimanche 13 juin. Voilà, la boucle est bouclée. Je rédige le préavis de départ de la maison en location. On signe avec Victor, sans même se regarder. Dehors, il fait un temps radieux. Au bilan de cette semaine d'enfer, j'aurais balayé 2 maisons, 2 vies et 2 hommes. Je crois qu'il est temps que j'apprenne à aimer moins fort, histoire de ménager un peu mon petit organisme délicat. Je suis allée à l'hôtel. Tu n'y étais pas. J'ai demandé si tu étais arrivé. On m'a dit que non. Je suis montée dans la chambre. Je défais mes bagages. Et je suis redescendue pour t'attendre. Le hall était vide. La réception déserte. Mais où étaient passés les gens? Et dans un des salons, il y avait ce piano Erard. Un petit demi-cuve en bois de palissandre. Sans réfléchir, je me suis assise et je me suis mise à jouer. Du Schubert d'abord. Les impromptus. Parce que tu les aimes. Et parce que je me disais que si tu arrivais à cet instant, il te conduirait vers moi. Et puis elle est venue. Comme ça, sans prévenir, sans partition, je l'ai tellement travaillé. Islamais. Simplement, d'un trait, comme jamais je n'avais pu la jouer. Probablement parce que cela n'avait plus aucune espèce d'importance. Et parce que je jouais pour toi, qui allais arriver et qui allais entendre. Parce que c'était toi qui marchais dans le hall. Toi qui t'étais approché doucement du salon. Toi qui t'étais arrêté à la porte derrière moi et qui écoutait sans rien dire. Toi avec qui je partageais ce moment. L'instant où Islamé avait cédé. J'ai recommencé, avec cette voix vide de fer et le poids de ton regard sur moi. Et cette fierté que tu devais ressentir. J'ai réussi, Thaddée, j'ai réussi. Et puis j'ai entendu le souffle. Ce souffle, comme un décompte. Alors j'ai compris que ce n'était pas toi. Qu'on n'était pas en train de m'écouter, Thaddée. Qu'on était en train de me sentir. Alors j'ai écrasé mes mains sur le clavier. Ce n'était pas toi. Non, ce n'était pas toi. J'ai joué pour Edward. Edward, qui m'a agressé à Paris il y a 5 jours. Edward, qui m'a suivi jusqu'ici, Dieu sait comment. Ah, décidément, il a du nez. Je n'ai pas joué pour des oreilles, Thaddée. J'ai joué pour un nez. Je suis la pianiste qui joue pour les nez. Ton absence a rendu ce moment ridicule. Mais je joue Islamé, Thaddée. Il n'y a qu'Edward qui sache. Tu n'as pas entendu. Je me suis levée. J'ai fait le tour du piano pour le placer entre nous. Il m'a dit « C'est une polka? Vous savez jouer autre chose? Ça va vite !» Avec cette vulgarité si concrète. Ses narines étaient comme des soucoupes. Ses yeux fixes. J'ai pensé, on dirait un animal. J'ai dit « Qu'est-ce que vous faites ici? Mon mari va venir, il sera bientôt là. » Il m'a dit « Non, bien sûr que non. » Et j'ai su que c'était vrai. J'ai dit « Allez-vous-en, je vais appeler. » Il a dit « Mais appelez, appelez. Personne ne viendra. Il n'y a que vous et moi ici. J'ai loué tout l'hôtel. » Et il a ri. Rien n'a bougé. Rien. Je suis sortie du salon. Il m'a laissé passer. Je marchais vite. Je ne courais pas. Je me disais, si tu cours, il court, et c'est ce qu'il attend. Il m'a suivi sans essayer de me rattraper. Alors j'ai compris qu'il était sûr de lui et qu'il voulait faire durer. Il voulait que j'aie peur. Faire peur, c'est aussi posséder. Je suis toute seule, Thaddée. Toute seule. Tu m'as laissée toute seule dans cet hôtel, avec cet homme qui peut me faire n'importe quoi, et qui l'a déjà fait. Cet homme qui prend le temps.
Il m'a laissé arriver à la chambre. Il m'a laissé m'y enfermer. Il me laisse tout le temps de t'écrire, Thaddée. Tout le temps. Accusé Lacenaire, levez-vous. Avez-vous quelque chose à ajouter à cela? Monsieur le Président, puisque vous m'interpellez, je vais me permettre 2 ou 3 mots. Et comme je ne cesse de sentir de vous à moi assez de sympathie, je vais vous ouvrir mon cœur. Mon avocat est sûrement plein de talent, mais que sait-il de mon affaire? Moi seul peux présenter chacun de mes forfaits dans sa véritable lumière. Alors, que voulez-vous? La vérité vraie ou un banal exercice de rhétorique? Monsieur le Président, c'est mon procès. Je n'en aurai pas 2. Et il se peut que votre nom y soit aussi rattaché. Nous n'avons donc intérêt, ni vous ni moi, à en faire une pièce comique. Vous toujours à me refuser la parole et moi forcé de jouer les scapins pour arriver à placer un monde. Je comprends qu'il ne soit guère agréable de concevoir de l'estime pour quelqu'un dans mon genre, mais ce n'est pas votre faute. C'est la faute du langage. J'ai un langage qu'on n'attend pas dans la bouche d'un assassin, je le sais, et je m'en sers. Eh oui, Monsieur le Président, j'ai un dernier aveu à vous faire. J'aime séduire. Et dominer, sans doute parce que ce sont les 2 seuls bonheurs que la société m'aura permis. Et quitte à compromettre l'intérêt du spectacle, je me dois d'annoncer dès maintenant que les prochaines audiences vont montrer que je n'ai tué de ma main que 2 personnes. 2 pour tout potage et 2 fripouilles. Un receleur notoire, par ailleurs tristement célèbre pour ses goûts antiphysiques, et sa mère, qui lui servait de complice et de maquerelle. Vous parlez d'un tableau de chasse. Alors pourquoi me présenter comme un scélérat sans pareil dans l'histoire? Et pourquoi cet acte d'accusation, dont chaque ligne paraît calculée pour provoquer l'effroi? Vraiment, quel mauvais roman que ce roman-là. Oh, cela ne me gêne pas, puisque comme je ne cesse de le proclamer depuis ce matin, je veux la guillotine. Je fais plus de confiance que vous à la mémoire de messieurs les jurés. N'ont-ils pu oublier que je revendique la mort? Et si cela devait sortir de leur esprit, je vous supplie, monsieur, d'user de votre crédit auprès d'eux pour qu'ils ne me condamnent pas aux travaux forcés, à perpétuité. Personne n'en fait plus qu'un. Je revendique la mort, comme un dû. Lorsque vous me connaîtrez mieux, vous verrez que mes mots dépassent rarement ma pensée. Ce serait plutôt ma pensée qui dépasserait mes propos. Mais je veille à ce qu'on ne s'en aperçoive pas. On a écrit que j'avais souri lorsqu'on m'avait demandé si j'avais été républicain. On dit vrai. Si j'eusse été à même de fournir la carrière de ce qu'on appelle honnête homme, j'aurais été volontiers bonapartiste sous Bonaparte, carliste sous Charles X et philippiste aujourd'hui, et cela consciencieusement, sans penser être girouette. Mais pourquoi, direz-vous? Parce que dans les commotions politiques, j'ai toujours pensé que le mal était au-dessus du bien. Parce que les révolutions ne profitent qu'à quelques intrigants et qu'elles font toujours beaucoup de victimes. Parce que les hommes sont toujours les hommes, qu'ils ne peuvent trouver leur bonheur qu'au fond de leur cœur et nullement dans les chimères d'une liberté politique. Ah, il est beau le principe de la liberté et de l'égalité. Mais prouvez-moi qu'elles ont régné un seul jour. Je dis un seul jour sur la terre, et je vous excuserai de courir après. Vous, qui me traitez de scélérat, dites-moi si cette chimère, si longtemps poursuivie et jamais atteinte, vaut le sang qu'il a déjà coûté. Et vous me dites respecter la vie des hommes. J'en doute. Les meneurs se tiennent toujours derrière la toile. Mais moi, je me suicide pour respecter mes principes. Qui osera dire que je ne me suis pas suicidé? Et sachez, messieurs,
que j'ai encore moins de considération pour l'imbécilité de la monarchie présente et passée. Et là, vous voyez bien que je me suicide. Vous parlerai-je ainsi? Vous offenserai-je de la sorte? Me mettrai-je à dos ces braves bougres bien pensants si je ne tenais nullement à me faire donner la mort? Et je ne laisserai jamais dire que j'ai tué au nom de principes ou d'idées. Il n'y a pas moins doctrinaire que moi. Seule m'a guidé l'observation raisonnée de mes contemporains. Elle seule m'a fait prendre conscience que le mieux qu'il me restait à faire était de leur tirer ma révérence, en y mettant, si possible, un peu d'éclat. Et oui, messieurs, je n'ai égorgé que pour vous contraindre à achever mon suicide, et vous y voilà forcés. Je vais à la mort par un mauvais chemin. J'y monte par un escalier. Mais mon Dieu, j'y vais! Vu les réponses formulées par le jury, la Cour condamne Pierre-François Lacenaire à la peine de mort. Il aura la tête tranchée en place publique. Merci. Fuck la terre! Si je meurs, voici mon testament. Déposer des cendres dans la bouche de tous nos opposants. Virer un coup de front de kick, les faux qui viennent se recueillir. Je veux des fleurs et des gosses, que ma mort serve leur avenir. Peut-être comprendront-ils le sens du sacrifice, la différence entre les valeurs et puis l'artifice. Je sais qui pleurera et pourquoi. Vous êtes les bienvenus. Il n'y aura pas de parvenus, juste des gens de la rue. La presse people n'aura que des smicards et des sans-papiers. Des costumes mal taillés, même si les mecs voulaient bien s'habiller. C.J. Claude, initial MC. Un petit qui a voulu que la vie d'autrui soit comme une poésie. Et surtout, va pas croire qu'il y aura 10 000 filles. Je dis ça pour ma famille, je n'étais pas parti en vrille. On me jette de la terre, on dépose quelques fleurs. Seul sous son sol pleureur, Solar pleure. Solar, il est l'heure, écoute, Solar pleure. Solar, il est l'heure, écoute, Solar pleure. Mon âme monte, je vous vois encore trop plongé. C'est ceux qui sont déjà partis que je m'en vais retrouver. Ne vous inquiétez pas, non, je pars pour le paradis. Pas pour parader, mais professer la 7e prophétie. J'ai tenu tête aux maîtres, aux prêtres, aux traîtres, au focus en cortex qui danse encore le funky jerk. Si c'est toi, courbe-toi, marche au profil bas et tais-toi. Recherche une aura, sinon va, tiens, gomme-toi. Excusez pour le mal que j'ai pu faire, il est involontaire. J'ai été mercenaire plutôt que missionnaire. Je regrette. Et pour être honnête, je souhaite que Dieu me fouette. Dieu, tu es la lettre, il faut que l'on te respecte. Archange, comprends-moi au nom du Père. Certains me disent exceptionnel, mais j'ai pas fait l'élémentaire. Le mail pleure, la feuille pleure, le bic pleure. Sous le sol pleureur, Solar pleure. Solar, il est l'heure, écoute, Solar pleure. Solar, il est l'heure, écoute, Solar pleure. Je suis au paradis. Je sillonne les plaines à la recherche de resquilleurs dans le jardin d'Éden. J'ai contrôlé les anges, pas de haine mais pas d'ennemis. Sinon j'ai le canif et j'inaugure le meurtre au paradis. J'ai été maigrelé chaque fois que l'on m'a provoqué, contemplatif et ordonné. J'ai pardonné sans pardonner. Mais je n'étais pas un héros, juste un mec fait d'os et d'eau. Maintenant je suis une âme qui plane, perdu sans stylo. Éden exterminator, ange exterminateur, videur matador du divin examinateur, qui m'assure que c'est par erreur que je tripe avec les anges et m'envoie aussitôt vers les flammes et puis la fange. 501 plus 165, 111 fois 6, code barre de l'Antéchrist. Je vois des porcs et des sangliers, le feu et le sang liés. Je prie car j'ai peur. Satan rit. Solar pleure. Solar pleure. Solar pleure. Non! Non, c'est une erreur! Garde-moi, je suis noble de cœur. Arrêtez la chaleur! Je crache sur Belzébuth. Je garderai la foi. Et puis j'ai du percute. Pourquoi ce blâme? Pourquoi ces flammes? Pourquoi ce torréfacteur qui nous crame? Cette âme de chétane plane sur nos âmes. Il vit par le feu, périra par le lance-flamme.
Du lac Lancelot, double A du Graal, rabbin, prêtre, imam, priez, aidez-moi. Pourquoi moi? Pourquoi ce karma, Zarma? J'ai porté la foi jusqu'à la main de Fatpa. Je suis comme un gladiateur desperado, envoyé en enfer pour une mission commando. Lucifer! Ne vois-tu pas que Dieu est fort? Si nous sommes soudés, nous tempérons toucher la mort. Solar pleure, ses larmes éteignent les flammes, libère les âmes, fait renaître Abraham. Le diable est à l'agonie. Unissons nos forces. Bouddha, grand architecte, Teresa, bonbon le torse. Priez, aidez-moi. Il chancelle, il boite, il se consume, il fume, il n'a plus qu'une patte. Je vois qu'il souffre, je vois qu'il hurle. Il a créé le mal, et c'est le mal qui le brûle. Le bien pénètre chez la bête de l'Apocalypse, comme poussé par une hélice, pour que son aura s'éclipse. Rêve, Ézéchiel, avec la lumière, combattre le mal suprême. Le mal hurle, je l'entends hurler. Des fleurs poussent. Le diable est carbonisé, il implose, il explose, et de l'antimatière jaillissent des échymoses. Satan est mort. Le bien reprend vie. À quand la terre comme nouveau paradis? On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus que faire. L'enfer est sur terre. Et qui la gère? Proclamation de Napoléon à l'armée d'Italie le 27 mars 1796. Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Le gouvernement vous doit beaucoup. Il ne peut rien vous donner. Votre patience, le courage que vous montrez au milieu de ces roches sont admirables. Mais ils ne vous procurent aucune gloire. Aucun éclat ne rejaillit sur vous. Je veux vous conduire dans les plaines les plus fertiles du monde. De riches provinces, de grandes villes seront dans votre pouvoir. Vous y trouverez honneur, gloire et richesse. Soldats d'Italie, manqueriez-vous de courage ou de constance? Proclamation à l'armée d'Italie le 26 avril 1796. Soldats, vous avez en 15 jours remporté la victoire, pris 21 drapeaux, 55 pièces de canon, plusieurs places fortes, conquis la partie la plus riche du Piémont, fait 15 000 prisonniers, tués ou blessés près de 10 000 hommes. Vous vous étiez jusqu'ici battus pour des rochers stériles. Dénués de tout, vous avez suppléé à tout. Vous avez gagné des batailles sans canon, passé des rivières sans pont, fait des marches forcées sans souliers, bivouaqué sans eau de vie et souvent sans pain. Les phalanges républicaines, les soldats de la liberté étaient seuls capables de souffrir ce que vous avez souffert. Mes soldats, vous n'avez rien fait puisqu'il vous reste encore à faire. Ni Turin, ni Milan ne sont à vous. La patrie a droit d'attendre de vous de grandes choses. Justifierez-vous son attente? Vous avez encore des combats à livrer, des villes à prendre, des rivières à passer. Tous brûlent de porter au loin la gloire du peuple français. Tous veulent dicter une paix glorieuse. Tous veulent, rentrant dans leur village, pouvoir dire avec fierté « J'étais de l'armée conquérante d'Italie ». Amis, je vous la promets, cette conquête. Mais il est une condition qu'il faut que vous juriez de remplir. C'est de respecter les peuples que vous délivrerez. C'est de réprimer les pillages horribles. Les pillards seront impitoyablement fusillés. Soldats d'Italie, peuple d'Italie, l'armée française vient rompre vos chaînes. Venez en confiance au-devant d'elle.
se ment toujours. Je sais bien, par exemple, que je ne suis pas jolie. Je n'ai pas les yeux bleus dans lesquels les hommes se contemplent, dans lesquels ils ont envie de se noyer pour que l'on plonge les sauver. Je n'ai pas la taille mannequin. Je suis plutôt du genre pulpeuse, enrobée même, du genre qui occupe une place et demie. J'ai un corps dont les bras d'un homme de taille moyenne ne peuvent pas tout à fait faire le tour. Je n'ai pas non plus la grâce de celle à qui l'on murmure de longues phrases avec des soupirs en guise de ponctuation. Non. J'appelle plutôt la phrase courte, la formule brutale. L'os du désir sans la couenne, sans le gras confortable. Je sais tout ça. Et pourtant, lorsque Joe n'est pas encore rentré, il m'arrive de monter dans notre chambre et de me planter devant notre armoire penderie. Il faut d'ailleurs que je lui rappelle de la fixer au mur avant qu'un jour elle ne m'écrabouille durant ma contemplation. Je ferme alors les yeux et me déshabille doucement, comme personne ne m'a jamais déshabillée. J'ai à chaque fois un peu froid, je frissonne. Lorsque je suis tout à fait nue, j'attends un moment avant de rouvrir les yeux. Je savoure, je vagabonde, je rêve. Puis lentement, je relève mes paupières. Je regarde mon corps, mes yeux noirs, mes petits seins, ma bouée de chair, ma forêt de poils sombres. Et je me trouve belle. Et je vous jure qu'à cet instant, je suis belle, très belle même. Et cette beauté me rend profondément heureuse, terriblement forte. Le bruit de Joe en bas me surprend toujours, un accroc dans la soie de mes rêves. Je me rhabille à la va-vite, l'ombre recouvre la clarté de ma peau. Je sais la beauté sous mes habits, mais Joe ne la voit jamais. Une fois, il m'a dit que j'étais belle. C'était il y a 20 ans, j'avais un peu plus de 20 ans. J'étais joliment vêtue, une robe bleue, une ceinture dorée, un faux air de Dior. Il voulait coucher avec moi. Et son compliment a eu raison de mes jolis vêtements. Vous voyez, on se ment toujours. L'amour ne résisterait pas à la vérité. Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut toucher à l'eau, à la belle eau fuyante parce que ça mouille les dalles, à la terre parce que ça tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne peut donner tout ce qu'on a dans les poches au premier mendiant qu'on rencontre. Et courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre, et boire quand on a chaud, et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie. Comprendre. Toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Pas maintenant. Vas-y, parle, esclave! Étant donné l'existence telle qu'elle jaillit des récents travaux publics de Poisson et Wattman, d'adieu personnel, caca, caca, la barbe blanche, caca,
hors du temps de l'étendue qui du haut de sa divine aphasie, sa divine atambie, sa divine apathie, nous aime bien, à quelques exceptions près, on ne sait pourquoi, mais ça viendra, et souffre, à l'instar de la divine Miranda, avec ceux qui sont, on ne sait pourquoi, mais on a le temps. Dans le tourment, dans les feux, et les flammes, pour peu que ça dure encore et qu'il peut en douter, mettront l'enfer au nu. Si bleu par moments et calme, si calme, d'un calme qui pourrait être intermittent n'en est pas moins le bienvenu. Et attendu d'autre part, qu'à la suite des recherches inachevées, n'anticipons pas, inachevées mais néanmoins couronnées par l'Académie d'anthropométrie, de Berne, Brest, de Testu et Connard, il est établi sans autre possibilité d'erreur que celle afférente aux calculs humains, qu'à la suite des recherches inachevées de Testu et Connard, il est établi, ce qui suit, à savoir, mais n'anticipons pas, qu'à la suite des recherches inachevées de Testu et Connard, il apparaît si clairement que suite aux travaux de Poisson et Mottmann, il est établi que si clairement qu'en vue des labeurs de Fartoff et Belcher, il est établi, contrairement à l'opinion contraire de l'homme en Brest de Testu et Connard, que l'homme enfin, malgré les progrès de l'alimentation et de l'élimination des déchets, est en train de maigrir. Et en même temps, parallèlement, on ne sait pourquoi, malgré l'essor de la culture physique et de la pratique des sports tels le tennis, le football, la course à pied et la bicyclette, la natation, l'équitation, l'aviation, la connation, le tennis, le cabogie, le patinage sur glace et sur asphalte, la pénicilline, les succès d'année, bref, enfin, je ne sais pourquoi, bref. En Seine-et-Oise, Seine-et-Marne-et-Oise, bref, la perte sèche par tête de pipe, depuis la mort de Voltaire, étant de l'ordre de 2 doigts 100 grammes, en moyenne à peu près chiffre rond au poids déshabillé en Normandie, bref, enfin, peu importe les faisceaux là, bref. Et considérant d'autre part, ce qui est encore plus grave, qu'il ressort ce qui est encore plus grave, qu'à la lumière des expériences en cours de Steinweg et Petermann, il ressort ce qui est encore plus grave, qu'à la lumière des expériences abandonnées de Steinweg et Petermann, qu'à la campagne, à la montagne et au bord de la mer, l'air est le même. Et la terre, à savoir l'air et la terre par les grands froids, pour les pierres par les bières, par les grands fonds, les grands froids, sur terre, sur mer et dans les airs un peu cher. Bref, enfin. Bref, peu importe. Malgré le tennis, bref, au suivant, bref. On ne sait pourquoi, malgré le tennis, bref. Pour les pierres qui peut en douter, on ne sait pourquoi, mais n'anticipons pas. Bref, enfin, peu importe. Bref, la tête. Ah, pour les pierres qui peut en douter, du canne, les pierres. Si